Bonjour à tous, on va se retrouver ensemble pour le chapitre 2, comment est structurée la société française actuelle. Notre société est hiérarchisée. Comme toutes les sociétés, la quasi-totalité des sociétés de l'histoire, il y a des hiérarchies. S'il y a une hiérarchie, ça signifie que certains individus sont au-dessus, d'autres sont en dessous dans l'espace social. Dans la société, on pourrait dire par exemple que Bernard Arnault est au-dessus d'un chômeur. S'il y a une hiérarchie, ça sous-entend de fait qu'il existe des inégalités. Bernard Arnault a plus d'argent qu'un chômeur, donc il y a une inégalité économique entre Bernard Arnault et le chômeur. Une inégalité peut se définir comme une différence d'accès à une ressource socialement valorisée qui entraîne des avantages et des désavantages pour ses membres. Ça signifie qu'il y a des personnes qui ont plus de ressources que d'autres. On peut parler d'argent, mais on va pouvoir parler aussi de d'autres ressources, comme l'accès aux soins, l'accès à la santé, l'accès à la justice. Ce sont aussi des inégalités qui ne sont pas économiques, celles-là, mais qui sont sociales. Le premier objectif, savoir identifier les multiples facteurs de structuration et de hiérarchisation de l'espace social. Il y en a 7. La PCS, catégorie socio-professionnelle, le revenu, le diplôme, la composition du ménage, la position dans le cycle de vie, qui est un mot un petit peu complexe pour dire l'âge, le sexe et le lieu de résidence. Donc on va voir que ces 7 facteurs, il en existe plus, mais il n'y en a que ces 7-là, à savoir pour le baccalauréat, ces 7 facteurs vont générer des inégalités et vont permettre de déterminer si les individus sont plus en dessus, plus en dessous que les autres au sein de la hiérarchie sociale. 7 facteurs à connaître. Le premier, la PCS, profession et catégorie socio-professionnelle. C'est un système de classification qui a été mis en place par l'INSEE. Au début des années 50, l'INSEE a commencé à regrouper les individus selon leur métier. Ils ont appelé ça la CSP. D'ailleurs, ce mot CSP est encore resté dans le langage courant. On a encore beaucoup de personnes qui parlent de CSP au lieu de PCS. L'INSEE a créé dans les années 50, en 1954, les CSP, qui ont été remplacés en 1982 par les PCS. Donc à partir de 1982, on parle de PCS. L'objectif de l'INSEE, c'est de créer des groupes homogènes. Un groupe homogène, ça signifie que les individus au sein de ce groupe se ressemblent et les individus entre groupes différents se différencient. L'INSEE a considéré que la meilleure variable à utiliser était la profession, parce que cette variable serait prédictive des comportements sociaux. C'est-à-dire que la profession influerait énormément sur nos comportements au sein de la société, nos modes de consommation, nos pratiques culturelles, etc. etc. Qu'est-ce que l'INSEE prend en compte? Le statut d'activité, salarié ou indépendant. On verra qu'il existe 4 PCS salariés et 2 PCS indépendants. Le niveau d'études, le degré de responsabilité hiérarchique. Pour expliquer ça, est-ce que le salarié, le travailleur, dans son travail, donne des ordres ou reçoit des ordres? S'il donne des ordres, il sera plutôt cadre. S'il reçoit des ordres, il sera plutôt ouvrier ou employé. Et si ça lui arrive de donner des ordres et de recevoir des ordres, il sera entre les deux, profession intermédiaire. Et le secteur d'activité. 6 PCS, 4 PCS salariés, 2 PCS indépendants. D'accord? Commerçant, artisan, chef d'entreprise, c'est une des 2 PCS indépendantes, et agriculteur exploitant, l'autre PCS indépendant. Nous, là, ce qui va nous intéresser, ce sont les PCS salariés. Les personnes qui travaillent pour un patron, et la rémunération de leur travail s'appelle un salaire. L'entreprise leur verse un salaire. Les cadres sont considérés comme la PCS la plus élevée. Niveau de diplôme élevé, forte responsabilité hiérarchique, ce sont eux qui donnent les ordres plutôt que les exécuter. Donc ils sont tout en haut de la pyramide. À l'opposé, tout en bas, on retrouve les employés et les ouvriers. Niveau de diplôme faible et faible responsabilité hiérarchique, ils reçoivent des ordres. Ouvriers et employés sont au même niveau. Cependant, il y a une chose qui les distingue, c'est leur secteur d'activité. Les employés travaillent dans les services, comme par exemple un serveur, un caissier, un vendeur dans un magasin, sont des employés. A l'inverse, les ouvriers travaillent dans la construction et l'industrie. Par exemple, un ouvrier qui travaille à la chaîne pour fabriquer des voitures est un ouvrier.
Les personnes que l'on voit sur les chantiers qui construisent des immeubles sont aussi des ouvriers. Pour faire simple, pensons à un hôpital. Au sein d'un hôpital, il va y avoir un médecin. Le médecin va donner des ordres à l'infirmier. L'infirmier va recevoir des ordres du médecin et va donner des ordres à l'aide-soignant. L'aide-soignant va recevoir des ordres de l'infirmier et ne va donner d'ordre à personne. Donc le médecin est cadre, l'infirmier est profession intermédiaire, l'aide-soignant est employé. Alors, petite précision sur cet exemple. Depuis quelques années, cet exemple est faux, puisque Roselyne Bachelot, alors ministre de la Santé sous la présidence de Nicolas Sarkozy, a fait passer les infirmiers en cadre de la fonction publique catégorie A. Donc les infirmiers, depuis ce jour, sont assimilés à des cadres et non plus à des professions intermédiaires. Mais comme cet exemple est assez représentatif, permet bien d'illustrer mon propos, j'ai considéré qu'il était pertinent de le garder. Les différentes PCS n'ont pas le même revenu. Elles n'ont pas les mêmes pratiques culturelles. Les cadres fréquenteront plus les musées et moins les centres commerciaux que les ouvriers. Les cadres privilégieront la lecture au visionnage de la télévision, à l'inverse d'un ouvrier, par exemple. Donc, premier critère, les PCS. Deuxième critère, le niveau de diplôme. Plus le niveau de diplôme d'un individu est élevé, plus la probabilité d'avoir un emploi et d'avoir un salaire élevé est forte. Donc, plus la personne a un niveau de diplôme élevé, plus elle va gagner de l'argent plus tard. De plus, selon les niveaux de diplôme, les individus n'ont pas tous les mêmes modes de vie, les mêmes pratiques culturelles. Troisième élément, le revenu est un autre facteur de structuration de l'espace social. Alors, petit point définition, il ne faut pas confondre revenu et salaire. Le revenu, c'est l'ensemble des ressources monétaires perçues par une personne. Le salaire, c'est un type de revenu parmi d'autres, c'est le revenu du travail salarié. Je suis salarié, je perçois un salaire que mon patron me verse tous les mois sur mon compte bancaire. C'est un revenu, mais peut-être que j'ai d'autres revenus. Peut-être que je suis propriétaire d'un appartement et que je le loue. Dans ce cas-là, je perçois tous les mois un loyer. Le loyer est un autre type de revenu. D'accord ? Les individus ont des revenus très différents. Ça va créer des inégalités de revenus. Et ces inégalités économiques vont amener à des différences de mode de vie. Sur, par exemple, la fréquence à laquelle on part en vacances, le choix de destination lorsqu'on part en vacances, le type de consommation de produits alimentaires, etc. Quatrième élément, la composition du ménage. C'est un facteur qui va amener des inégalités économiques. Un ménage, et c'est la définition de l'INSEE, c'est l'ensemble des personnes qui résident sous le même toit. Donc un ménage peut être constitué d'une seule personne. Vous habitez avec vos parents, vos deux parents et votre frère, vous êtes un ménage constitué de 4 personnes. L'année prochaine, vous aurez votre bac, vous partirez à l'université à Paris, vous prendrez un appartement tout seul, vous serez un ménage de une personne. Le couple est la forme du ménage qui protège le plus du taux de pauvreté. A l'inverse, les familles monoparentales, c'est-à-dire les familles dont il y a une seule personne adulte au sein du foyer et un ou plusieurs enfants à charge, sont les plus touchées par la pauvreté. Et c'est encore plus vrai lorsqu'il s'agit d'une mère seule avec son ou ses enfants. Donc la composition du ménage est aussi un facteur de structuration, de hiérarchisation de l'espace social. La position dans le cycle de vie, qui peut être résumée à l'âge, est également un facteur qui va amener à des inégalités économiques, mais également des inégalités en termes de mode de vie. Les jeunes sont beaucoup plus touchés par la pauvreté. A l'inverse, les personnes âgées sont celles qui sont le moins touchées par la pauvreté. Alors pourquoi ? Parce que les jeunes, ils n'ont pas forcément une vie professionnelle stable. De plus, ils vont emprunter de l'argent pour pouvoir essayer d'accéder à la propriété. Enfin, ils sont beaucoup plus touchés par le chômage parce qu'ils ont peu d'expérience. D'accord ? A l'inverse, les personnes âgées, elles ont souvent un patrimoine élevé. Elles sont souvent propriétaires de leur appartement ou de leur maison, elles ont fini de rembourser leur crédit. De plus, elles ont des consommations assez faibles. Donc, plus les personnes sont âgées, plus elles sont riches. Plus les personnes sont jeunes, plus elles sont pauvres. Mais également, entre jeunes et personnes âgées, il y a des différences de mode de vie, de pratiques culturelles, comme l'utilisation des réseaux sociaux numériques ou d'Internet. On sait que les jeunes surconsomment les réseaux sociaux numériques. A l'inverse, les personnes âgées sous-consomment, sont très peu nombreuses à être sur TikTok ou Instagram, par exemple. Le sexe est aussi un facteur de structuration de l'espace social. Il existe des écarts de salaire entre femmes et hommes. Les femmes sont plus touchées par le temps partiel que les hommes,
Les femmes et les hommes ne font pas le même métier, mais même à poste comparable, même profession, même employeur, temps de travail égal, les femmes gagnent environ 4% de moins que les hommes. Il existe d'autres inégalités entre femmes et hommes. Les femmes sont moins représentées que les hommes dans les médias, dans l'espace public, elles passent plus de temps à s'occuper des tâches ménagères, etc. Enfin, les femmes et les hommes n'ont pas les mêmes modes de vie. Ils n'ont pas forcément tous les mêmes pratiques culturelles. On peut par exemple citer le choix des sports. On voit qu'il y a des sports qui sont encore très genrés, comme la danse classique ou le rugby. Alors ça ne veut pas dire que aucun homme ne fait de danse classique, aucune femme ne fait de rugby. Mais ça veut dire que si l'on prend 100 personnes qui font du rugby, on aura plus de 50 personnes qui seront des hommes. A l'inverse, si on prend 100 personnes qui font de la danse classique, on aura plus de 50% de femmes qui font la danse classique. Plus de 50% de personnes qui font de la danse classique qui seront des femmes, excusez-moi. Enfin, dernier facteur, le lieu de résidence. Le lieu de résidence, c'est également un facteur de structuration de l'espace social. Et il existe de très grandes disparités en fonction des territoires. Par exemple, Paris-Seine-Saint-Denis. Ce sont deux départements qui sont collés. Les habitants de Paris bénéficient plus de ressources que les habitants de Seine-Saint-Denis. Ils ont plus d'accès à la justice, par exemple. Un délai d'attente au tribunal de Paris est environ 6 fois plus rapide que le délai d'attente au tribunal de Bobigny. Il y a plus de policiers pour 1000 habitants à Paris. Alors qu'en termes de justice sociale, on pourrait peut-être se dire qu'il faudrait faire l'inverse, puisqu'il y a plus de délinquance en Seine-Saint-Denis, il y aurait peut-être besoin de plus de policiers pour protéger les habitants. Il y a des meilleures écoles à Paris, un meilleur accès au transport, un meilleur accès aux lieux culturels, plus facile de trouver un travail, etc.